Durant l'été étouffant de 1599, le soleil implacable de juillet brûlait l'Alcazar de Madrid. Depuis la fenêtre de sa chambre, l'infante Isabelle Claire-Eugénie observait les habitants se précipiter à l'ombre sur les routes poussiéreuses. La fille du puissant Philippe II s'éventait nonchalamment, s'interrogeant sur son avenir. À 33 ans, elle avait assisté à toutes les demandes en mariage les plus élaborées. Son père, roi prudent et stratège, avait tenté de l'unir à plusieurs monarques européens, comme le roi Henri III de France et l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire romain germanique. Cependant, chaque projet était compromis par des complexités politiques. Une voix de sa suite interrompit ses pensées. « Votre Altesse, Sa Majesté le Roi, requiert votre présence dans la salle du Conseil. » Isabelle inclina la tête avec assurance, car son frère, Philippe III, était devenu roi depuis à peine un an et sollicitait rarement son avis. Cette convocation pouvait signifier quelque chose de significatif. En entrant dans la salle du conseil, elle rencontra son frère, Philippe, aux côtés du duc de Lerme, son principal conseiller et la force secrète du roi. Les deux hommes exprimèrent contentement et soulagement. « Ma sœur, commença Philippe, nous avons enfin des nouvelles positives concernant votre mariage. Notre cousin, l'archiduc Albert d'Autriche, a accepté notre proposition. » Isabelle garda son sang-froid malgré le tumulte intérieur. Albert, fils de l'empereur Maximilien II, était un homme respectable, bien qu'il ait 14 ans de plus qu'elle. L'important n'était pas le marié, mais les conditions. Dans le cadre de cet accord, poursuivit Philippe, vous prendrez le contrôle des Pays-Bas espagnols. Vous et votre mari y régnerez en monarques autonomes. Le sourire du duc de Lerme s'élargit. Pour l'Espagne, c'était un soulagement partiel après la guerre perpétuelle et coûteuse en Flandre qui avait épuisé les ressources du royaume pendant des décennies. « C'est un privilège de servir la couronne et l'Espagne comme je le fais, votre majesté », répondit Isabelle avec grâce, dissimulant toute émotion personnelle sous le poids des obligations dynastiques. 3 mois plus tard, par une froide matinée de novembre, Isabelle Clara Eugénie épousait l'archiduc Albert en la cathédrale de Valence. Le pape Clément VIII supervisa la cérémonie, consolidant non seulement une union, mais aussi une restructuration significative de la politique européenne. Le couple se rendit à Bruxelles au printemps 1600, bravant des territoires hostiles et les difficultés du voyage. Élevée dans la sombre austérité de la cour espagnole, Isabelle se trouva fascinée par les coutumes moins formelles des pays qu'ils traversèrent. « Les Flamands sont un peuple particulier, votre Altesse », commenta Doña Ana de Mendoza, l'une de ses suivantes espagnoles. Ils boivent plus de bière que d'eau et se baignent excessivement, même en hiver. Chaque pays a ses traditions, Doña Ana, répondit Isabelle avec diplomatie. Ils deviendront nos sujets et il est essentiel de les comprendre si nous voulons gouverner efficacement. Bruxelles les accueillit avec des arcs de triomphe, des défilés, de la musique et des journées de célébration. Cependant, sous cette joie de façade, Isabelle percevait une tension palpable. Les Pays-Bas étaient divisés depuis des années. Les provinces protestantes du Nord étaient en révolte ouverte contre la domination espagnole, tandis que les provinces catholiques du Sud demeuraient loyales mais épuisées par une guerre sans fin. Lors de leur première réunion du Conseil, les archiducs furent confrontés à la dure réalité. Un trésor vide, une armée démoralisée et une population exsangue par les conflits. « Nous devons rechercher la paix avec les provinces unies », suggéra Albert. L'Espagne ne peut continuer à se battre pour ses terres et nous avons besoin de stabilité pour asseoir notre domination. Isabelle, familière du style politique de son père, répondit avec une détermination inattendue. « La paix est souhaitable, déclara-t-elle, mais elle doit être honorable. Pour l'instant, nous devons consolider notre position. » La proposition de réévaluer les taxes et la réglementation du commerce de l'eau a suscité des rumeurs. Aux Pays-Bas, l'eau coule abondamment par les rivières et les canaux. Sa régulation permet de contrôler les transports, l'agriculture et l'hygiène. « Inus, déclara le comte Mansfeld, conseiller chevronné, l'eau est presque sacrée pour les Flamands, toute restriction pourrait déclencher des troubles. Je ne préconise pas des restrictions illimitées, précisa Isabelle. Je prône la réglementation. L'eau incarne la vie et le pouvoir. Quiconque la contrôle la terre. Au cours des mois suivants, Isabelle mit en place un système de licence pour l'utilisation des voies navigables, préleva des taxes sur les moulins à eau et contrôla étroitement le commerce fluvial. Ces mesures renforcèrent le trésor public, mais provoquèrent également des dissensions parmi les marchands et les agriculteurs. La guerre se poursuivit cependant avec un succès mitigé. Ambrogio Spinola, général génois employé par les archiducs, remporta d'importantes victoires, mais la résistance hollandaise, soutenue par l'Angleterre et la France, demeura tenace. En 1604, après de longues négociations, la paix fut conclue avec l'Angleterre, ouvrant la voie à une réconciliation avec les rebelles du Nord. Le sens diplomatique d'Isabelle, qui est bien renforcé par ses liens avec la famille royale anglaise, joua un rôle crucial dans ce succès.
Cependant, en 1605, une sécheresse exceptionnelle frappa les Pays-Bas, rendant la gestion de l'eau un sujet sensible. Des émeutes éclatèrent parmi les brasseurs de Gand contre les taxes sur l'eau. Les forces espagnoles réprimèrent le soulèvement, faisant de nombreuses victimes. Craignant des similitudes avec la précédente rébellion hollandaise, les conseillers d'Isabelle exercèrent des pressions. En réponse, elle prit une décision cruciale en juin 1606. Elle déclara l'État propriétaire de toutes les ressources en eau de ses domaines. L'édit stipulait que l'utilisation, la distribution et le commerce de l'eau relevaient exclusivement de l'autorité des souverains. La population surnomma cette mesure l'interdiction de l'eau, ce qui déclencha des troubles généralisés à Bruges, Anvers et Mechlin. Ces troubles dégénérèrent en rébellion, toutes réprimées avec force. Solidement ancrée dans l'héritage autoritaire espagnol, Isabelle resta inflexible, affirmant « l'autorité doit être préservée à tout prix ». Ce sentiment était partagé par son mari. Son père avait souvent dit « mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Albert, plus enclin à la conciliation, tenta de modérer sa politique. Cependant, le pouvoir continua de basculer entre les mains d'Isabelle. Son attitude résolue lui valut le respect, mais non l'affection, de la cour flamande. À la fin de l'année 1606, un incident apparemment anodin modifia le cours des événements. Lors d'un séjour au palais de Kudenberg à Bruxelles, Isabelle développa une petite éruption cutanée au bras. Les médecins royaux diagnostiquèrent une irritation banale et lui prescrivirent des onguents au mercure, un traitement courant à l'époque. Cependant, l'éruption cutanée s'est aggravée, entraînant la formation de petites pustules sur ses bras et son cou accompagné de démangeaisons insupportables. Réputée pour sa sévérité, Isabelle cessa d'assister aux événements publics, attribuant cette situation à une maladie passagère aggravée par le temps humide. Sans le savoir, elle persista à utiliser des baumes au mercure qui la nuisaient progressivement physiquement. Au fil de l'année 1607, sa santé se dégrada sensiblement. Déjà, l'interdiction d'eau avait propagé des maladies dans les villes aux conditions sanitaires précaires. Les champs se flétrirent sous l'effet des restrictions d'eau et le commerce fluvial s'effondra en raison des taxes élevées. En mars de cette année-là, alors qu'Isabelle récupérait dans ses appartements, Albert négocia secrètement avec les rebelles hollandais. Convaincu que la paix était le seul moyen de préserver ce qui restait de leur domination, il agit sans l'en informer. Apprenant la nouvelle, la colère d'Isabelle fut à peine contenue. « Vous avez sapé notre autorité », accusa-t-elle. « Aucune paix déshonorante n'est préférable à aucune. » La plus grande trahison, rétorqua Albert sans ambages, serait de laisser notre obstination détruire ce qui reste. L'eau coule, Isabelle. Les décrets ne pouvaient l'endiguer éternellement à Bruxelles. Les rumeurs devenaient de plus en plus inquiétantes. Certains prétendaient que son affliction était une punition divine, une punition pour avoir tenté de gouverner ce que Dieu avait généreusement accordé, l'eau. Isabelle s'isola davantage. Seules ces dames espagnoles les plus fidèles y avaient accès et les rideaux de ses appartements restaient refermés. Pourtant, sous les bandages, les furoncles se déplacèrent. Ils commencèrent à bouger, on aurait dit que quelque chose de vivant creusait sous son épiderme. L'été 1607 enveloppa Bruxelles d'une emprise oppressante. Au palais de Kudenberg, les appartements d'Isabelle étaient barricadés, non seulement pour préserver son intimité, mais aussi pour enfermer une puanteur si puissante que même les parfums les plus puissants ne parvenaient pas à la masquer. Doña Sancha de Toledo, sa fidèle dame d'honneur depuis Madrid, faisait partie des rares personnes autorisées. Chaque jour, elle affrontait la terreur en silence, son apparence de cour bien dressée ne révélant rien. « Altesse », dit-elle un matin en appliquant une pommade sur les lésions en expansion, les médecins flamands désirent vous examiner. Selon la croyance populaire, Van Helmont est expert en soins de peau. Pourtant, Isabelle, assise devant un miroir drapé de noir, secoua la tête. Son teint autrefois clair était maintenant enflammé et marbré, des pustules s'étendant sur son cou et ses joues. Elle se lamenta. « Aucun médecin flamand n'ose m'approcher. » Sa voix était faible mais résolue. Les conseils des médecins sur la gestion des rebelles avaient déjà causé suffisamment de malheur à cette maisonnée. Dans l'esprit d'Isabelle, politique et santé avaient déjà fusionné pour former un destin commun et sombre. Tandis qu'Albert poursuivait les négociations sur ce qui allait devenir la trêve de 12 ans, Isabelle restait à l'écart. « Quel rapport de l'au-delà » demanda-t-elle un jour, tandis que Dona Sancha enveloppait ses bras, cachant les pustules visiblement changeantes de sous un tissu. « Les discussions avec les Hollandais persistent, Altesse, » répondit Sancha prudemment. « La marquise de Spinola défend vos intérêts avec diligence. » Les lèvres d'Isabelle se tordirent en un sourire amer. « Spinola sert les intérêts de mon frère et de mon mari, pas les miens. Je n'aurais jamais consenti à dialoguer avec des hérétiques. » Son influence avait désormais presque totalement disparu.
La maladie, autrefois entourée de secrets, se transformait en histoire grotesque, la racontant avoir été dévorée par des vers, châtiment divin pour sa guerre contre l'eau. Albert partageait son temps entre diplomatie délicate et brèves visites dans sa chambre. Ces rencontres étaient tendues. Les Hollandais ont proposé des conditions équitables, lui informa-t-il, lors d'une de ces rencontres. Ils reconnaîtront notre souveraineté sur les provinces du Sud si nous reconnaissons leur indépendance. Depuis son divan enveloppé d'une couverture, malgré la chaleur, Isabelle le regardait avec un mépris absolu. Vous trouvez la capitulation raisonnable, mon père serait consterné. Ces terres appartiennent à l'Espagne de droit divin. Votre père savait aussi qu'en céder pour préserver l'essentiel, rétorqua Albert avec une fermeté inhabituelle, et il y a un autre problème. La gestion de l'eau exige une réévaluation, une suggestion qui déclencha une colère intense. À cette idée, elle se redressa vivement, ses blessures n'a découvertes laissant s'écouler un liquide jaunâtre tandis que les couvertures tombaient. Absolument pas, le contrôle de l'eau est crucial pour gérer ces sujets rebelles, s'exclama-t-elle avant de suffoquer et d'expulser de sa bouche un liquide blanchâtre qui se tortillait sur les draps. Cette nuit-là, Albert réunit un groupe clandestin de médecins dont Jan Baptiste Van Helmont, un chimiste et guérisseur renommé. Après avoir discuté de ses symptômes, ils arrivèrent à une conclusion sombre. Myiasis, une infestation parasitaire par des larves de mouches. C'est grave, mais pas incurable, précisa Van Helmont. Il faut retirer les larves, nettoyer les plaies à l'eau claire et aux herbes médicinales et jeter les pommades au mercure. Elles sont nocives. Le visage d'Albert s'assombrit. Comment avait-elle pu contracter une telle maladie ? Van Helmont hésitait car cela arrive généralement lorsque le nettoyage est négligé et que l'hygiène est déficiente. L'eau est la principale protection. L'ironie était lourde. La femme à qui l'accès gratuit à l'eau était maintenant malade, un état que l'eau aurait pu lui épargner. Le lendemain matin, Albert entra avec Van Helmont et 2 associés. À la vue des médecins flamands, Isabelle protesta. « Dehors, je refuse d'être touchée par ces charlatans. »« Isabelle, » dit Albert d'un ton d'autorité peu commun. Ce n'est plus une question de choix, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes gravement malade et vous devez accepter un traitement. Après un débat houleux, elle accepta, mais seulement si Van Helmont procédait à l'examen devant ses assistants espagnols. Lorsqu'il commença, ses inquiétudes furent à confirmer. Les pustules qui recouvraient une grande partie de son corps grouillaient de larves se nourrissant de ses tissus vivants. « Ejina Sir, murmura-t-il doucement, vous souffrez d'une grave infection parasitaire. Nous devons éliminer ces organismes et nettoyer les zones affectées avec de l'eau pure et des herbes. » Au mot « eau », Isabelle pâlit. « Comptez-vous me baigner comme si j'étais une simple paysanne flamande ?» demanda-t-il calmement. « Ce n'est pas juste un bain, » précisa Van Helmont. « Vous devez aussi boire beaucoup d'eau pour éliminer le mercure de votre organisme. » Elle chercha du réconfort auprès de son mari, mais n'en trouva aucun. « Comme le médecin le conseille, ce sera fait, » concéda Albert. Pendant votre convalescence, je vais rédiger la trêve avec les Provinces-Unies et réviser la réglementation sur l'eau. À cet instant, quelque chose en Isabelle se brisa, un mélange de revers personnels et politiques. Avec résignation, elle consentit au début du traitement. Pendant des jours, elle souffrit terriblement, tandis que Van Helmont et ses assistants extrayaient méticuleusement les larves, nettoyaient les plaies avec de l'eau bouillante additionnée de vinaigre et appliquaient des compresses d'herbe. Cependant, la maladie avait considérablement progressé. Des larves creusant profondément dans les terriers rendaient l'extraction fatale compte tenu de son état de faiblesse dû à des années d'intoxication au mercure. Alors qu'elle luttait pour sa survie, Albert intervint rapidement. Le 9 avril 1609, la trêve de 12 ans fut signée mettant fin à la longue guerre avec les Hollandais. Un décret clément assouplissait la réglementation stricte sur l'eau. Cette nouvelle, parvenue pendant sa maladie, surprit tout le monde. Isabelle n'exprima pas de colère mais murmura « C'est peut-être pour le mieux ». L'eau coule, comme vous l'avez dit, elle ne peut être retenue éternellement. Pendant plusieurs semaines, elle oscilla entre lucidité et délire provoqué par la fièvre. Dans ces moments de lucidité, elle écrivait des lettres à son frère, Philippe III, et à son jeune neveu, futur Philippe IV. Le véritable pouvoir, dit-elle à Doña Sancha un après-midi de mai, ne réside pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans le fait de couler et de s'adapter comme l'eau que je craignais autrefois. Début juin, son état se détériorait. Des vers adultes commencèrent à sortir de ses blessures en grande quantité. Dans ses appartements, une odeur nauséabonde persistait malgré l'usage fréquent d'encens et de parfums. Désespéré, Van Helmont suggéra une solution radicale. Un bain complet à l'eau infusée de lavande, de romarin et de thym, tous connus pour leurs propriétés antiseptiques. À la surprise générale, Isabelle accepta. « Si je dois périr, » déclara-t-elle, « que ce soit dans la propreté. » Elle avait vécu assez longtemps au milieu de sa propre crasse. Le bain fut préparé dans une pièce voisine avec de sombres rites.
Tandis qu'elle était immergée dans l'eau parfumée, un son de libération lui échappa. Non pas de douleur, mais de soulagement. D'innombrables vers sortirent de son corps, flottant dans l'eau qui prit bientôt une teinte cramoisie. Cette nuit-là, Isabelle Clara Eugenia, l'impératrice qui avait interdit l'eau, s'éteignit paisiblement, tenant la main d'Albert, le visage serein pendant des années. Les cloches de Bruxelles sonnèrent des jours durant. Malgré sa gouvernance sévère, les Flamands la reconnaissaient comme une dirigeante résolue qui, à sa manière unique, s'efforçait de faire ce qu'elle croyait être le mieux pour son domaine. Selon la coutume espagnole, Albert fit laver son corps, l'envelopper dans un linge délicat et le placer dans un cercueil. La révélation de sa maladie déclencha des rumeurs, la transformant du statut de personnage historique en légende. À la cathédrale Sainte-Gudule, des assistants de toutes les provinces se réunirent, dont des représentants des Provinces-Unies. L'éloge funèbre de l'archevêque de Malines, prononcé lors de ses funérailles, résonna de génération en génération. L'impératrice Isabelle Clara Eugenia nous enseigne que le pouvoir, semblable à l'eau, doit couler librement pour nourrir la vie. Lorsque nous l'accumulons par peur ou par cupidité, il devient corrupteur et corrompt celui qui le possède. Alors que son cercueil s'enfonçait dans la crypte royale, une douce pluie tomba sur Bruxelles, purifiant les rues de la ville. Pour beaucoup, il s'agissait d'un acte symbolique marquant la libération des eaux et offrant à la ville un nouveau départ. Bruxelles, 1621, 12 ans s'étaient écoulés depuis la disparition d'Isabelle Clara Eugenia et la ville était en pleine métamorphose. Après des années de restrictions sous son règne, les canaux reprirent leur libre circulation, transportant marchandises et passagers. Revitalisées, les fontaines publiques redevinrent des lieux de vie quotidienne animés, accueillant femmes lavant le linge, enfants jouant et marchands remplissant leurs tonneaux pour leurs étals. Depuis la haute fenêtre du palais de Kudenberg, l'archiduc Albert, plus âgé mais résolu, observait la ville se préparer à un sombre événement, l'anniversaire du décès de sa femme. Avec le temps, l'opinion publique à l'égard d'Isabelle s'adoucit. Ce qui était autrefois colère et peur se transforma en souvenir complexe. Elle était perçue comme une souveraine ferme, inflexible, mais dévouée à sa cause, dont la vision rigide céda finalement la place à un équilibre plus équilibré entre pouvoir et liberté. Un chambellan interrompit les réflexions d'Albert en annonçant l'arrivée d'ambassadeurs de Madrid. Albert acquiesça d'un hochement de tête. La trêve de 12 ans touchait à sa fin, ce qui poussa des émissaires espagnols à négocier l'avenir des Pays-Bas. Conformément aux accords de mariage des décennies précédentes, les territoires reviendraient à la monarchie espagnole après la disparition des deux archiducs, car ils n'avaient pas d'héritier. Parmi ces délégués se trouvait un jeune ecclésiastique, Balthazar de Zúñiga, neveu du puissant comte-duc d'Olivar. Il était investi d'une mission politique, mais aussi d'intrigues personnelles. Il rédigeait un récit historique des Pays-Bas espagnols et cherchait des informations de première main auprès d'Albert sur la politique hydrique controversée d'Isabelle. Après les formalités, Zúñiga s'adressa à Albert « C'est un honneur d'être reçu, Votre Altesse. Au-delà des questions officielles, admit-il, je porte un intérêt académique au règne de votre défunte épouse, en particulier à sa gestion de l'eau. » Albert, qui parlait rarement de sa femme avec des étrangers, percevait chez le jeune homme un mélange unique d'intelligence et d'empathie. Ce soir-là, après le dîner officiel, il invita Zúñiga dans sa bibliothèque privée. « L'histoire que je vais vous raconter, dit Albert en remplissant 2 verres de vin, n'est documentée dans aucun document officiel. Le lien d'Isabelle avec l'eau était plus complexe qu'on ne le croit généralement. » Pendant des heures, Albert évoqua les aspects personnels de sa vie, sa santé déclinante, sa quête obstinée pour contrôler l'eau et le cruel revers de la médaille. Cependant, demanda Zúñiga, pourquoi une femme éduquée à la cour développerait-elle une telle antipathie pour l'eau ? Albert se laissa aller en arrière, se remémorant ses souvenirs. Elle avait grandi à l'Escurial où la frugalité était admirée. Son père, Philippe II, se méfiait des bains réguliers, les considérant comme une coutume mauresque et donc suspect. Les médecins de l'époque croyaient que l'eau ouvrait les pores, favorisant ainsi les maladies. Pourtant, je crois que la raison sous-jacente était symbolique. Pour Isabelle, l'eau symbolisait l'incontrôlable, ce qui fluctuait indéfiniment. Elle prônait une autorité inflexible au sein d'un système flexible. Cependant, l'eau résistait naturellement à une telle idée. Zúñiga comprit la métaphore. C'était comme si elle cherchait à contenir non seulement l'eau liquide, mais aussi les vagues de transformation qui balayèrent l'Europe. La réforme, les idéologies de la liberté et la domination croissante des marchands. C'est exact, acquiesça Albert. Elle défendit avec véhémence l'ancien système. Pourtant, ce n'était pas une défaite, mais une métamorphose qu'elle finit par reconnaître. Le lendemain, lors des commémorations de Bruxelles, Zúñiga fut escorté à la cathédrale Sainte-Gudule pour visiter le tombeau d'Isabelle. Le mausolée de marbre, orné de symboles des Habsbourg, présentait une sculpture peu commune. Une fontaine miniature d'où jaillissait d'une eau claire. Un prêtre expliqua que l'archiduc avait ordonné cet ajout.
Il symbolisait l'acceptation ultime par l'impératrice de sa plus grande peur. Au fil du temps, serpentant le long d'anciens sentiers, Zuniga s'arrêta à une source d'eau publique revitalisée. Une vieille dame remplit sa cruche tout en racontant une histoire à des enfants. Et ainsi, conclut-elle, l'impératrice, qui interdisait l'écoulement de l'eau, découvrit sur son lit de mort qu'aucune autorité ne peut arrêter ce que la nature a décrété. Chaque gorgée d'eau pure est un rappel, c'est un privilège qui vous a été accordé par ceux qui vous ont précédé. Piquant sa curiosité, Zuniga chercha à en savoir plus sur l'histoire. Étrangère à ce pays, remarqua-t-elle avec un sourire entendu, tout Flamand connaît la légende de l'impératrice des Vers. Pendant 1 heure, il écouta le mythe remplacer l'histoire. Dans son récit, Isabelle non seulement interdisait l'eau, mais empoisonnait aussi les puits pour soumettre son peuple. Sa punition divine fut les vers qui ravagèrent son corps, et la rédemption vint lorsqu'elle se baigna dans l'eau bénite. Ce soir-là, Zuniga raconta cette histoire à Albert. Cela ressemble peu à la réalité, admit-il, mais cela résume l'essentiel. Albert lui répondit par un léger sourire. L'histoire se transforme en légende, puis en mythe, les faits s'estompant, mais le sens persistant. L'essentiel est que la leçon demeure. Vous demandez-vous quelle est la leçon à votre avis ? Albert répondit « Le leadership ne consiste pas à contraindre la vérité à se soumettre, mais plutôt à comprendre sa dynamique et à coopérer avec elle au lieu de s'y opposer. » Isabelle apprit cette leçon trop tard pour elle-même, mais pas pour ses terres. Avant son départ pour Madrid, Zuniga eut accès aux journaux intimes d'Isabelle. Dans le dernier volume de ses derniers jours, il découvrit une main tremblante témoignant d'un profond changement de cœur. 20 mai 1609. Aujourd'hui, tandis qu'on pansait mes blessures, j'ai vu l'eau emporter les vers qui me rongeaient. N'est-ce pas une métaphore pertinente ? L'eau que je craignais autrefois est désormais mon seul réconfort. Peut-être ai-je résisté à la seule force qui aurait pu me sauver sur ces terres. Le pouvoir s'est retourné contre moi, comme les vers émergeant de ma propre chair en décomposition. 1er juin 1619. Je rêve d'eau pure, je n'en ai plus peur. Comprenez bien qu'il ne détruit pas, il transforme. Tout ce que nous avons et construisons finira par être emporté par son courant. Ce n'est pas dans la résistance, mais dans l'adaptation que réside la véritable sagesse. Si je pouvais recommencer, le récit s'interrompit brusquement. Isabelle était décédée quelques jours plus tard. De retour à Madrid, Zuniga commença son récit du règne de l'archiduc, présentant Isabelle non pas comme une tyranne ou une martyre, mais comme une personne coincée entre deux époques, une monarchie absolue en pleine mutation. À Bruxelles, Albert régna seul, préparant le retour des Pays-Bas à l'Espagne. Ces dernières années furent donc consacrées à préserver les réformes instaurées après Isabelle, notamment en matière de gestion de l'eau. Sous sa direction, un système de canaux et d'écluses fut mis en place, conciliant contrôle des crues et accessibilité, qui servit de modèle à travers l'Europe pendant des siècles. À sa mort en 1621, il fut enterré à côté d'Isabelle. Leur tombe commune portait une inscription en latin « Aqua vitae, aqua sapientia ». L'eau est vie, l'eau est sagesse. La sagesse est comparée à l'eau, et au fil de l'histoire, la représentation d'Isabelle a varié à chaque nouvelle version. Dans les tavernes flamandes, elle était considérée comme l'impératrice des vers, un avertissement contre l'orgueil. En Espagne, elle était vénérée comme une infante pieuse, s'efforçant de défendre le catholicisme en des temps tumultueux. Des siècles plus tard, des érudits ont exhumé le premier rapport médical de Van Helmen. L'affection provenait de légères égratignures causées par une dermatite, aggravée par des cosmétiques nocifs et surtout par une mauvaise hygiène. La science a corroboré l'ironie. La femme qui fuyait l'eau a péri d'une maladie née de sa rareté. Mais cela n'a pas atténué la puissance symbolique du récit. Les philosophes des Lumières l'ont cité comme une allégorie de la façon dont l'absolutisme et la superstition peuvent défier les lois de la nature. Les nationalistes belges l'ont transformé en symbole de la tyrannie étrangère. Les artistes romantiques ont transformé sa mort en un tableau gothique. Les universitaires féministes se sont demandé si la misogynie avait enflammé le folklore macabre qui l'entourait. En 2009, 4 siècles se sont écoulés depuis sa disparition. Et un symposium international a déclaré que son récit s'était transformé en mythe culturel, résumant des vérités qui transcendent à la simple histoire et incarnant l'interaction délicate entre autorité et liberté, les fluctuations naturelles et les frontières du pouvoir. Si Bruxelles d'aujourd'hui ne se souvient peut-être pas des détails de son règne, son récit continue de résonner dans la langue, la langue et la tradition. Posséder les vers de l'impératrice symbolise l'entêtement. Interdire l'eau équivaut à aspirer à l'inatteignable. Chaque année en juin, jour anniversaire de sa mort, la ville conclut sa fête de l'eau par une reconstitution de sa trêve finale avec l'eau. Sur la place centrale de la ville, une fontaine contemporaine sert de lieu de commémoration, portant l'inscription « L'eau comme la vie ne peut être contenue ».
Elle peut seulement être dirigée. Les visiteurs gestent nonchalamment des pièces dans le bassin, contribuant involontairement à un récit millénaire qui remonte à l'époque où une princesse espagnole tenta d'imposer la nature flexible des Pays-Bas et en paya le prix de sa vie. La sagesse qu'elle a laissée derrière elle continue de couler, tout comme l'eau.